faire de la communication et du marketing quand j'avais 22 ans que de me dire je vais faire de la philosophie. Et quand j'ai dit à mes parents que j'aimais faire de la philosophie, mes parents ils m'ont regardé avec des yeux en me disant mais qui je sais, à quoi ça sert, c'est-à-dire c'est quoi comme métier. Enfin, aujourd'hui je l'assume davantage. J'ai 44 ans, je me dis bon, non seulement je l'assume, mais j'en suis fière. Mais je crois que j'ai toujours été faite pour ça. Et par moments, j'ai pas eu l'audace. Aussi de me dire finalement c'est vraiment ça ta voie, et aujourd'hui je l'ai, aujourd'hui depuis déjà un petit moment, mais je crois qu'il faut oser aussi, parce que qu'est-ce qui pourrait arriver de pire que de se dire que il y avait un truc pour lequel on avait du talent, dans lequel on prenait du plaisir, qu'on adorait et qu'on l'a laissé pour le soir et le week-end, quoi. Hello vous, bienvenue sur Le Sens au Carré, le podcast sur la quête de sens et un podcast produit par Awake pour les jeunes de tous les âges. Ici, on se pose des questions et on partage des tips, des expériences qui nous accompagnent au quotidien pour mettre plus de sens dans nos actions. Je m'appelle Lucie et dans la vie, ce qui me donne du sens, c'est d'accompagner les jeunes dans leur connaissance de soi avec de l'humour et des thèmes qui me passionnent. Je suis aussi responsable digital chez Awake, une entreprise qui conçoit et anime des ateliers de connaissance de soi dans le but d'aider les jeunes à mieux se connaître pour libérer leur potentiel et trouver leur voie. Je suis aussi ingénieure en informatique et comédienne, deux choses tellement éloignées que ça fait de moi une sorte d'athlète de haut niveau dans la quête de sens pour donner du sens à mon parcours. Allez, c'est parti pour l'épisode et bonne écoute. En mars 2023, l'université Lyon 1 publie un rapport. 88% des étudiants pointent le stress, la peur de l'avenir et de l'échec comme un élément de mal-être dans leurs études. Alors la peur de l'échec, c'est aussi la cacographophobie. Vous me remercierez, vous pourrez vous la péter à table à Noël avec ce mot compliqué. Mais plus sérieusement, l'échec, selon le Robert, c'est le fait de ne pas réussir, de ne pas obtenir quelque chose. En rencontrant plus de 1000 jeunes par semaine, chez Awake, on la côtoie tous les jours, cette peur chez les étudiants. Alors surtout dans les ateliers gestion du stress et Ikigai. Alors comme Ikigai, ça veut dire trouver sa raison d'être, autant dire que quand on prononce ces mots-là la première fois, ça a pu mettre la pression à plus d'un. Mais cette pression, on la connaît suffisamment, et cette peur de l'échec, c'est un peu comme un abonnement chez nous, chez les Awakers, qu'on sait comment la déconstruire. Notre métier, c'est aussi de rendre leurs attentes et leurs challenges adaptables et liés à leur potentiel. Aujourd'hui, pour parler de l'échec, j'ai la joie de vous présenter ma conversation avec Alicia Polzela-Goduel, philosophe, animatrice d'ateliers philo pour enfants et aussi awakeuse depuis 4 ans. J'espère que vous aurez autant de plaisir à l'écouter parler d'échecs, de ses échecs et de comment les vivre que j'ai eu à échanger avec elle. Bonjour Alicia. Bonjour Lucie. Bienvenue sur Le Sens au Carré. On te reçoit ce matin pour parler du rapport à l'échec. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots d'une façon qui te fait plaisir ? Alors, je m'appelle Alicia Polzela-Goduel, je suis philosophe praticienne. J'accompagne les groupes humains, les organisations, les entreprises, les écoles dans leur cheminement de pensée. Mon travail, c'est en tant que philosophe de poser des questions et d'amener les groupes à réfléchir ensemble. J'ai commencé ce métier il y a déjà plusieurs années en faisant réfléchir ensemble et discuter ensemble des groupes d'enfants, d'adolescents, de jeunes adultes au sein des organisations scolaires ou des médiathèques, des bibliothèques, des librairies. Et puis je suis également formatrice en philosophie pratique. Donc je forme des adultes, des enseignants à la pratique du débat, à la pratique de la philosophie. Enfin, depuis quelques mois maintenant, j'interviens aussi dans des organisations qui n'accueillent que des adultes, et c'est un petit peu nouveau, que ce soit des organisations publiques comme par exemple des hôpitaux ou bien des associations ou encore des entreprises. Et j'aime bien poser cette question. C'était quoi ton dernier kiff ? Mon dernier kiff, c'était hier après-midi. J'ai animé un module intelligence multiple pour Awake avec des étudiants de mission locale qui étaient en Guadeloupe. Je trouve qu'il n'y a pas de limite ou de frontière à la rencontre et à la transmission. Et donc, c'était très chouette pour moi, voyant la nuit tomber sur Lyon, de voir des jeunes en t-shirt qui, eux, étaient en train de commencer leur journée. Et donc, c'était un moment de kiff. Je rajouterais peut-être que hier, c'était une très belle journée parce qu'hier matin, j'ai animé un atelier de philosophie avec une classe de CM1 où il a été question de solidarité, de fraternité. Et ils m'ont époustouflée
par le niveau de leur réflexion, par la façon dont ils ont réussi à débattre ensemble et finalement par leur humanité. Et je dirais que dans différents endroits de mon métier, je suis souvent surprise, émerveillée et c'est important pour moi de constater à quel point les groupes humains résonnent ensemble dans tous les sens du terme. Et ça c'est un kiff qui est finalement presque quotidien. Du coup, tu me parles des enfants. Donc, je sais que ça fait un certain temps que tu animes des ateliers de philosophie auprès des enfants. Pour avoir déjà eu aussi une expérience avec des enfants, j'ai toujours eu ce sentiment qu'ils avaient un regard bien plus sage, parfois, sur des questions très compliquées d'adultes. Et oui, je te vois faire oui de la tête. Oui. Et justement, quand on parle du rapport à l'échec, finalement, quand on est enfant, on n'a pas ce passif avec tous les codes sociaux qui font que ça fait peur, qu'on va rater, que peut-être si on rate, il va y avoir des conséquences. On n'a pas vraiment ce rapport aux conséquences. Est-ce que c'est une chose dont tu parles, toi, avec eux? Je crois que j'ai jamais animé de discussion avec les enfants qui portent proprement sur le thème de l'échec. Mais peut-être que ça va venir, ça va me donner des idées. Non, je dirais que le rapport à l'échec pour l'enfant est fondamentalement différent pour une raison qui me semble propre finalement à l'humanité, c'est que nous, les êtres humains, nous apprenons en ratant. C'est-à-dire que finalement, dans le phénomène d'apprentissage de l'humain, il y a le fait de rater, recommencer, s'entraîner pour finalement y arriver. Et je cite parfois cet exemple quand on parle de l'échec. J'ai jamais vu d'enfant qui, étant tombé plusieurs fois, se dit c'est bon, j'arrête, j'apprends pas à marcher. Non, en fait, ils tombent, ils se relèvent, ils tombent, ils se relèvent, et ils le font parce que finalement, ce phénomène d'apprentissage se fait par échecs successifs qui va finalement aboutir à une réussite. Donc, je pense que le rapport à l'échec pour les enfants est d'abord un rapport presque naturel qui consiste à rater pour finalement y arriver. Et puis, je dirais que peut-être qu'en effet, le regard de l'autre est moins difficile et moins souffrant pour les enfants parce que les enfants ayant l'habitude de rater par rapport à ce que je viens de dire dans ce phénomène d'apprentissage, finalement, l'adulte qui l'entoure, que ce soit le parent, le grand frère, l'enseignant, va l'encourager beaucoup plus dans ses échecs successifs en vue de la réussite que on le retrouve chez un adulte. Donc je dirais qu'ils ont un rapport à l'échec qui est plus normal d'abord, et je pense qu'ils ont un rapport à l'échec qui est contrebalancé par l'encouragement qu'ils reçoivent finalement dans cette trajectoire de plusieurs échecs répétés qui vont arriver à une réussite. Ils n'ont pas ce niveau d'exigence qu'on peut se mettre quand on grandit. Puis je pense aussi que entre pairs, ils sont tous en train de rater au même moment, entre guillemets. Je le découvre néanmoins dans certains endroits de l'école sur la bonne réponse. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai pu constater et que moi, je prends le contre-pied en fait de cette bonne réponse lorsque j'anime des ateliers de philosophie avec les enfants, c'est que justement, précisément en philosophie, il y a plusieurs bonnes réponses. Non pas que l'erreur n'existe pas, l'erreur existe en philosophie, mais comme il y a plusieurs bonnes réponses, ça devient intéressant de tenter sa chance en émettant une idée, parce qu'il y a plus de chances en mathématiques de tomber sur une idée juste en philosophie finalement. Et puis il y a vraiment cette communauté de recherche philosophique, ce groupe d'enfants qui cherchent ensemble et qui explorent donc différentes réponses. Le fait de ne pas oser parler en classe est directement lié au risque d'erreur et au fait que proposant une réponse qui serait une erreur, les autres se moquent. Et ça, je le vois très souvent. Et tu vois, comme quoi, c'est pas que des enfants. Hein. Je le vois donc avec des jeunes adultes en atelier et aussi avec des adultes accomplis quand on fait de la formation de formateur. Des questions très simples, telles que comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui ou de quoi est-ce que vous avez besoin. Et parfois, je me retrouve, tu vois, devant des silences parce que je pense que ça peut être parfois une question qui est tellement inhabituelle que, c'est vrai, il y a pas de bonne réponse. Et le fait qu'il n'y ait pas de bonne réponse met un peu devant une peur de oulala, mais du coup, je vais forcément me tromper. Je vais forcément dire quelque chose de faux ou de inattendu ou je ne sais pas ce qu'elle voudrait que je dise. Et par là, j'ai l'impression qu'on sent un peu tout le poids de ce rapport-là à l'échec ou forcément l'échec, mais tu vois, à l'erreur. Oui. Alors, je pense que c'est aussi lié au fait que plus on grandit et plus on a du mal à dire je ne sais pas. Or, là aussi, en philosophie, le fait de dire je ne sais pas, c'est une réponse tout aussi valable qu'une autre. Et c'est justement parce qu'on ne sait pas qu'on cherche. Donc forcément, il faut
se décaler un petit peu pour oser, finalement, pour avoir l'audace de dire je ne sais pas, et encore plus quand on est un adulte. Et puis je pense aussi que on n'est pas habitué à être questionné sur justement des questions qui ont plusieurs bonnes réponses ou des questions qui vont non pas trouver une réponse dans les livres ou dans le savoir, mais plutôt une réponse à l'intérieur de soi. Et ça me fait dire que cette connaissance de soi, qui est ce que Wade travaille avec les jeunes, ce que je travaille en philosophie, c'est vraiment une aptitude de penser et une habitude à prendre qui est complémentaire de tout ce qu'on va pouvoir recueillir comme connaissance, comme savoir-faire, comme technique, mais qui est proprement complémentaire. Et c'est vrai que je pense qu'il y a aussi des questions déstabilisantes. De quoi est-ce que vous avez besoin ? En fait, je crois que finalement, on m'a jamais posé la question parce que d'habitude, on me demande pas ce dont j'ai besoin. Puis d'habitude, on me délivre quelque chose et donc j'ai pas besoin de me demander si j'en ai besoin ou pas. Et donc, il y a des questions comme ça déstabilisantes qui, je pense, viennent vraiment toucher à l'humain dans ce qu'il a de plus singulier, dans ce qu'il a de plus subjectif. Et peut-être qu'on n'y est pas assez habitué. Et notamment parce que si on n'est pas capable d'exprimer un besoin, il y a quand même de grandes chances pour qu'on soit déçu par ce qui va se passer, puisque finalement on n'a pas dit ce qu'on voulait. Donc c'est un petit peu comme si tu rentres dans une boulangerie et que tu dis à la boulangère devine. Tu vas peut-être repartir avec quelque chose, mais c'était pas vraiment ce dont tu avais envie. Mais comme tu l'as pas dit, forcément il va y avoir un décalage entre ton envie qui a été tue, ton désir, ton besoin, et quelque chose qu'on va te donner mais qui correspond pas. Et je pense que c'est un entraînement d'introspection qui relève aussi de l'intelligence intrapersonnelle, qui relève de la connaissance de soi. Et je pense que l'échec, c'est un sentiment. C'est d'une part le décalage entre ce que je voulais et ce qui arrive, mais au-delà de cet écart, il y a ce sentiment de souffrance, d'insatisfaction, de déception. Et donc, moins on sait ce qu'on veut, plus on peut, en tout cas c'est une hypothèse, c'est peut-être pas la seule, mais ne sachant pas ce qu'on veut, peut-être que finalement on s'arrange pour être toujours déçu, puisque finalement on n'a pas visé quelque chose. Oui, on prend pas de risque en fait. Et donc du coup, toi, avant de partir dans la philosophie, tu as eu une première vie professionnelle, on va dire ça comme ça, plutôt du côté de l'entreprise. Comment pour toi c'est venu petit à petit le fait de te dire je vais me poser des questions, je vais chercher et je vais donner de l'espace à quelque chose de différent? Je pense que c'est pas venu petit à petit. Je pense qu'en fait, j'ai fait des études de philosophie, j'ai rencontré la philosophie en terminale, comme beaucoup de lycéens chanceux en France qui font de la philosophie, et j'ai adoré faire de la philosophie. Donc j'ai fait de la philosophie plusieurs années après mon année de terminale, jusqu'à ce que j'arrive à un terme de cette partie-là de mes études, où je me disais, où je me sentais plus à ma place à l'université en étudiant de la philosophie, et où surtout j'arrivais pas à me projeter dans une carrière professionnelle liée à la philosophie, malgré cet amour sincère et toujours vivant de la philosophie. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire avec ça ? J'étais à la Sorbonne dans les années 2000 et la philosophie appliquée n'existait pas encore telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et notamment le master et le premier master de philosophie appliquée qui a été créé en 2011 à la Sorbonne, le master éthique et responsabilité, il est arrivé plus de 10 ans après la fin de mes études de philosophie finalement. Et du coup, attends, je te coupe 2 secondes. C'est quoi la philosophie appliquée Alors, l'image qu'on a de la philosophie, comme on l'apprend en terminale, c'est souvent de l'histoire des idées philosophiques. Voilà, on va te faire découvrir des auteurs, des théories, des thèmes. Mais on va pas te demander ce que t'en penses. Ok. On va pas t'apprendre à te questionner. En fait, on va simplement te dire, alors il y a une sorte de panthéon, puis il y a des grandes questions que se pose l'humanité depuis que l'humanité existe, et puis on va te dire qui a pensé quoi par rapport à ça. La philosophie appliquée, c'est engager les êtres humains, de l'enfance jusqu'à la fin de la vie, dans un questionnement qui va être un questionnement personnel, mais qui va venir résonner avec ce questionnement de l'humanité tel que la philosophie le montre à travers les auteurs. Par exemple, la philosophie appliquée, ça va être dans une organisation comme un hôpital, de se demander comment est-ce qu'on peut accompagner les soignants pour aborder la question de la mort. La philosophie appliquée en entreprise, ça va être de se poser la question en termes de management sur qu'est-ce que c'est que l'autorité, qu'est-ce que c'est que la confiance, comment développer la coopération chez mes collaborateurs, mais en s'interrogeant vraiment sur le nœud conceptuel finalement, le nœud philosophique de cette question.
Et donc moi, à la fin de mes études de philosophie, je suis partie faire une école de communication. Okay. Et j'ai travaillé pendant presque 15 ans en communication et marketing dans de petites et moyennes et grandes entreprises ici à Lyon. Donc j'ai jamais cessé, je pense, d'exercer ce questionnement philosophique dans les stratégies de communication que je pouvais proposer, dans le management que je pouvais exercer. Mais il est venu un moment où finalement, je vais être très honnête, c'est pas moi qui ai décidé de partir, c'est la vie qui m'a foutu dehors. Je vais le dire comme ça, j'ai démissionné une première fois, j'ai ensuite eu une expérience professionnelle qui a été compliquée, notamment en termes de relations humaines dans cette entreprise. Et donc, finalement, il y a un moment où je vais faire une ellipse, mais je me suis retrouvée assise sur une chaise chez moi à me dire qu'est-ce que je vais faire. Et un peu la plus grande peur de beaucoup de gens, en fait. Oui, c'est sûr, un peu la plus grande peur de beaucoup de gens que je pense j'ai d'abord cru maîtriser, notamment en démissionnant, et puis que finalement j'ai pas maîtrisé du tout en me retrouvant du jour au lendemain chez moi avec mon adresse mail qui avait disparu et donc oui, le gros choc et peut-être une expérience d'échec à ce moment-là et c'est là où c'est intéressant, c'est de se dire est-ce que c'était vraiment un échec ou pas. Sur le coup, clairement, c'en était un. Évidemment, c'était un échec. Et je pense que je peux le dire d'abord parce que j'ai beaucoup souffert à ce moment-là. J'étais pétrie de tas de sentiments négatifs. J'avais honte, j'étais dans l'incompréhension, j'étais dans la souffrance, j'étais dans le déracinement par rapport à une carrière professionnelle qui était la mienne depuis 15 ans. J'étais complètement abasourdie et désœuvrée chez moi. Je me souviens très bien de ce début d'année avec le soleil de l'hiver qui passait à travers les rideaux et je me disais mais qu'est-ce que je vais faire? Et puis évidemment derrière l'échec il y a tout un tas de possibilités et c'est ça qui je pense est important à retenir, c'est que on se dit pas on est une balle rebondissante, alors c'est super, l'échec c'est un diplôme, c'est fantastique en fait, une fois que t'as fait l'échec, c'est génial, t'es prêt pour vivre autre chose. Donc, quand tu vis un échec, t'es d'abord bien sonné pendant un moment et il va falloir sortir de là. Alors on en sort. Ma grand-mère elle disait il y a que la mort qui s'arrange pas. Donc partant de là, j'ai envie de dire que tout est gérable forcément. Merci mamie. Mais bien sûr que c'est difficile et que c'est souffrant. Et ensuite, il y a des enseignements différents, je pense, liés à l'échec. Le mien, à ce moment-là, ça a été de dire il faut faire autre chose. D'abord, je me sentais incapable de continuer incapable même physiquement. J'aurais pu, on va dire, au regard de mon expérience, postuler dans d'autres entreprises pour continuer à faire de la communication. Je m'en sentais incapable. Je n'en avais pas le désir et de toute façon, je n'en avais pas la force, je crois, à ce moment-là. Et donc, évidemment, la leçon de l'échec, en ce qui me concerne, à ce moment-là, ça a été vraiment de me dire, je vais faire autre chose. Donc, cette réorientation, plutôt que de persévérer dans une voie, et ça peut être une des vertus de l'échec, en fait, je tombe, je me relève, j'apprends quelque chose et finalement, je finis par y arriver. La vertu de l'échec à ce moment-là, pour moi, ça a été de me dire, je vais faire autre chose. Je vais, puisque cette porte-là se ferme, je vais en ouvrir une autre. Et donc, il y a eu ce phénomène de réorientation. Et finalement, de retour à quelque chose que j'avais un petit peu laissé sur le bord de la route, qui était la philosophie. J'ai pas découvert la philosophie après cette épreuve-là. Elle était déjà dans ma vie avant. Elle l'est, je pense, depuis bien longtemps. Et je l'avais simplement un peu laissée de côté et je l'ai redécouverte avec tout l'enthousiasme et toute la joie que j'avais déjà ressenti plusieurs années auparavant. Donc finalement, ça a été évidemment de ce point de vue-là, on peut dire l'échec a été une chance, mais on se le dit pas tout de suite, c'est pas vrai. D'abord on souffre, d'abord c'est dur, d'abord on est perdu, et c'est aussi à ça que sert l'échec. Parce que si on ne fait que réussir, en réalité on se pose jamais sur une chaise dans son salon avec un rayon de soleil l'hiver à se dire qu'est-ce que je fais. On a très peu, il y a très peu de chance qu'on prenne ce temps-là. Et tu vois, quand tu me dis que tu ne te sentais pas capable de repartir dans de la com, est-ce que tu avais aussi cette impression, d'avoir fait le tour de ce que tu pouvais apprendre ou toi donner dans ce milieu-là de la communication? J'avais pas du tout ce sentiment-là d'avoir fait le tour. En revanche, je me souviens très bien
que j'avais perdu l'enthousiasme. J'avais perdu la joie de faire ce que je faisais. J'avais plus ce feu intérieur, ce désir de continuer à aller dans cette voie-là. Il y avait autre chose qui m'appelait et qui me faisait finalement plus battre le cœur. Il me faisait faire un lien avec les étudiants qu'on a. Et tu vois, alors on a des étudiants qui sont brillants, qui avancent très bien, et quand on les retrouve en atelier, c'est super, tu vois. Enfin, ils sont trop contents. Et au contraire, ils sont plutôt dans une posture où ils ont ce feu intérieur pour leurs études, et pour eux, c'est clair pourquoi est-ce qu'ils sont là. Et puis, il y a ceux qui sont un peu en questionnement sur, effectivement, cette envie, cette étincelle de volonté pour leurs études. Et quand nous, on arrive, on vient quasiment appuyer sur cet endroit où ça fait mal. Donc, autant te dire que tu le sais aussi bien que moi, ils sont pas toujours participatifs. Et en fait, ce que tu me dis résonne pas mal. Est-ce que à ce moment-là, tu peux les accompagner en leur disant, OK, j'ai le sentiment que toi, là, tu sais pas trop où t'en es. Est-ce que t'aurais intérêt à regarder un peu ailleurs? Ou alors de leur dire, essaye de persévérer pour mieux comprendre ou pour le revoir sous un autre angle. Pour moi, c'est toujours un peu compliqué de leur dire, tu vois, de les accompagner, de les conseiller. Quand t'es dans cette phase-là, si je me trompe, j'apprends, ou j'ai pas d'échec, c'est que des choses qui vont me rendre plus fort, ce qui ne tue pas me rend plus fort. Mais quand t'es dans cette période de l'entre-deux, où effectivement, mais t'es pas encore devenu plus fort ou t'as pas encore appris, comment tu fais pour en fait sortir de la peur de tomber, mais en même temps, tu sais que t'es quand même sur une ligne de crête. Comment, par le biais de la philosophie, de la recherche et de la réflexion, tu peux apaiser ou accompagner ces questions-là? Lucie, c'est la plus grande question c'est la plus grande question qui est liée à l'échec, à l'orientation et finalement à la façon dont on mène sa barque, la façon dont on vit sa vie. Évidemment qu'il n'y a pas de réponse toute faite. Je pense que ça peut être, c'est très difficile. La question que tu poses, elle est très difficile parce qu'en réalité, si on dit qu'il y a deux façons, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a deux façons d'envisager l'échec. Soit je tombe, je me relève, je tombe, je me relève et je finis par y arriver. Finalement, l'échec, c'est la réussite, c'est une succession d'échecs jusqu'à ce qu'on y arrive. Et donc, à ce moment-là, on est dans l'apprentissage et on réussit. Soit, à force de tomber, on se dit, bon, c'est pas ma voie, j'ai suffisamment essayé, je vais aller faire autre chose. Et donc là, l'échec, la vertu de l'échec, c'est plutôt cette réorientation, ce changement d'objectif. C'est la plus grande question qui existe liée à l'échec. Il n'y a pas de réponse toute faite. C'est pas parce que t'es tombé 3 fois que la 4e fois, ça sera celle de trop, ou 40 fois que la 41e fois, ce sera celle de trop. Le seul aiguillon pour se dire, est-ce que je continue, est-ce que je persévère dans cette voie, ou est-ce que je décide de faire autre chose, c'est finalement ce désir intérieur, cette flamme que chacun a à l'intérieur de soi et qu'il va falloir regarder avec suffisamment d'attention pour prendre une décision. Et moi, je suis convaincue que la connaissance de soi aide à prendre cette décision-là de façon la plus éclairée possible. On n'est jamais sûr, mais soit la force du désir fait que on va continuer dans cette voie, soit justement parce que le désir n'y est plus ou que le désir d'autre chose apparaît, alors cet échec va être un enseignement pour changer. Mais on ne peut le dire que pour soi-même. Et même quand on prend la décision pour soi-même, on n'en est jamais sûr jusqu'à ce que ça donne autre chose. Moi, je te disais que de toute façon, je n'avais pas la force ni l'envie de retourner travailler dans la communication. Et donc, c'est un peu ce que je viens de te dire, c'est-à-dire que finalement, si je le dis dans des termes philosophiques, le désir était pas assez fort pour me faire recommencer. Donc, j'ai fait autre chose. Mais au moment où j'ai décidé de faire autre chose, c'était moins par volonté d'aller ailleurs que par constat que de toute façon, dans cette voie-là, je n'y arrivais pas. Et puis aussi, et je le redis, l'échec étant une souffrance, il faut être un peu indulgent aussi. On rebondit pas comme du jour au lendemain. Combien de personnes m'ont dit t'inquiète, tu vas rebondir. Ouais, très bien. Enfin, pour l'instant, je rebondis nulle part et c'est dur. Donc, il faut avoir cette patience et cette indulgence. Et puis, je dirais peut-être que propose une certaine philosophie, et notamment philosophie de Sartre, l'existentialisme, c'est aussi de dire finalement tout est échec. Sartre dit tout est échec. Finalement, ouais, c'est au plaisir, moins comme ça. Non, mais il dit finalement, il y a toujours la réalité est toujours plus forte entre ce que je souhaite, ce vers quoi je tends, et puis la réalité. Bon, il y a quand même de grandes chances pour que la réalité soit plus forte finalement que mon idée soit décevante par rapport à ce que j'attendais en fait. Et puis il dit finalement, on pourrait être tenté de ne rien faire, mais ce sera un échec de plus.
agissez et vous verrez bien ce qui va se passer. Agissez en persévérant dans une voie jusqu'à ce que vous ayez plus le désir de persévérer dans cette voie et que vous découvriez, il faut que vous alliez ailleurs. Agissez en vous réorientant parce que finalement c'est là qu'on va. Et c'est vrai que c'est le plus difficile parce que finalement le jeune qui est en questionnement, il a tellement peur de rater que cette peur peut devenir handicapante, peut l'empêcher d'agir, peut le faire fuir. Et je dirais que peut-être le message le plus encourageant, c'est que le risque ultime, c'est de ne rien faire. C'est de rester là où on n'a pas envie d'être, en étant empêché d'agir parce que finalement on n'en a pas le désir, de laisser passer toutes les occasions qu'on a d'agir sur la vie. Il y a un exercice qu'on fait dans l'atelier gestion du stress, où on leur fait imaginer un entretien. Puis alors étape 1, on leur dit, dis-moi tout ce qui pourrait mal se passer à cet entretien. Alors déjà, il pleut, j'arrive en retard, je trouve pas l'endroit, le gars est désagréable, et puis moi, je me mets à bégayer. Genre vraiment, on essaye de prendre chaque chose qui pourrait mal se passer. Ma chaise est mal calée, donc elle tremble. Donc du coup, ça en a quand même un aspect de comique, tu vois, de vraiment. Mais on force le trait. Puis après, on leur dit, ok, donc ça c'est vraiment le pire scénario, horrible. Et maintenant, dis-moi tout ce qui pourrait bien se passer. Donc tu sors de chez toi, le ciel est bleu, il y a une petite brise, mais juste sympathique. Ton bus arrive tout de suite, tu trouves la porte, limite c'est marqué, c'est là. Tu n'as jamais été si éloquent. Et puis la personne est d'une bienveillance incroyable. Bon, tu reprends un peu tout ce qui pourrait bien se passer. Puis à la fin, je leur demande, mais du coup, est-ce que tu as besoin que tout ça se passe exactement comme ça pour te dire que ton entretien s'est bien passé? Généralement, on me répond non, que c'est pas grave si les chaises tremblent un peu, ou que c'est pas grave si on bute sur un mot. Après, on leur demande, à ton avis, qu'est-ce qui risquerait potentiellement de se passer? Et en fait, leur réponse est toujours... en fait, il va se passer quelque chose entre les deux. Ils se doutent bien que ça va pas être l'horrible scénario de l'échec cuisant et puis désagréable, et qu'il y a de fortes chances que ce soit pas tout parfait. Et je trouve que c'est un exercice qui est assez chouette pour justement déjà parler de son désir et se dire, mais tiens, qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que j'ai vraiment envie que tout se passe comme ça? Ou finalement, est-ce que mon désir, c'est juste de passer un moment agréable où j'arrive à parler de moi et où j'arrive à rentrer en connexion avec la personne en face de moi? Et à se reconcentrer sur l'essentiel pour que les mini-échecs qui sont autour et qui vont s'empiler dans notre tête deviennent en fait, c'est normal que ça se passe comme ça. C'est relatif. Ça, c'est relatif, exactement. Oui, c'est une façon de relativiser. Rien ne se passe jamais de façon parfaite et rien ne se passe non plus jamais de façon catastrophique, enfin rien. En tout cas, ce qui compte, c'est ce qu'on va faire de ça. Est-ce qu'on va, finalement le vivre tellement mal que ça va complètement nous décourager et ça voudra dire que finalement on n'était pas assez motivé, on va faire autre chose et dans cette autre voie, on va trouver quelque chose de merveilleux. Ou au contraire, on va s'endurcir, persévérer pour finalement y arriver. Je crois que la chanteuse Barbara a passé des années et des années à essayer d'être chanteuse jusqu'à ce que finalement elle y arrive parce qu'elle n'était pas dans les codes de l'époque, parce qu'elle avait une voix qui n'était pas celle des chanteuses de l'époque, parce qu'elle c'était pas une petite blondinette, et pourtant elle voulait chanter et elle a passé des heures à faire la plonge dans des cabarets à Montmartre pour avoir la chance de chanter 20 minutes certains soirs jusqu'à ce que finalement elle y arrive. On pourrait se dire mais waouh. Et elle y est arrivée. Et finalement, tu prends un Gainsbourg, il voulait pas être chanteur, il voulait être peintre. Et donc, il a échoué dans la peinture et il est devenu le chanteur, le parolier qu'on connaît. Et donc, on se dit, s'il avait persévéré dans la peinture, qu'est-ce qui se serait passé? Et donc, à quel moment on continue, à quel moment on arrête? Barbara a bien fait de continuer et Gainsbourg de partir faire autre chose. Il n'y a pas de vérité absolue sur la voie de chacun. Je pense qu'une des vertus de l'échec, c'est si on l'accepte de se dire qu'il va nous amener sur la voie qui est la nôtre. C'est pas non plus de le convoquer à chaque instant de sa vie, parce que oui, c'est souffrant et on a besoin de moments de réussite, mais je crois qu'on apprend beaucoup plus dans ces périodes-là où on échoue que dans les périodes où on réussit. Mais n'importe qui a traversé un échec le sait. Et puis, il y a peut-être aussi une autre vertu à l'échec qui me semble importante, c'est l'humilité. Quand on a traversé des échecs, on est quand même on développe cette vertu d'humilité. On sait que ça peut être dur, on jouit, on profite peut-être davantage des moments où c'est facile. On est peut-être un meilleur compagnon, une meilleure amie, un meilleur enseignant. Quand on sait qu'il y a des moments où c'est dur, on va être plus en résonance, en empathie avec ceux qui sont en train d'en baver, parce qu'on sait ce que c'est, qu'on sait que c'est dur et qu'on l'a traversé. Voilà, je dirais qu'il faut pas le diaboliser. Il existe, et c'est même une fois de plus la première façon d'apprendre de l'être humain. Je crois qu'on n'a jamais vu un oiseau rater son nid ou le petit éléphant qui naît, il se met sur ses pattes, il traverse. Alors oui, c'est plus compliqué pour lui de faire des kilomètres de son troupeau d'éléphants, enfin il y arrive. L'être humain est un être qui apprend
en ratant. D'ailleurs, moi, je suis toujours assez sensible à ce que disent les proverbes, à cette espèce de sagesse populaire, et on dit bien l'erreur est humaine. L'erreur fait partie de l'humanité. Quelque part, de ne pas rater, ça ferait de l'humain en question quelqu'un de moins humain. L'intelligence artificielle. Par exemple. Un peu. Non, mais c'est ça. Ouais. T'as raison, c'est un très bon exemple. Dire, l'erreur est humaine. Donc oui, on rate. On rate et c'est comme ça qu'on apprend. Donc qu'est-ce qu'on en retire? Et finalement, puisque ça fait partie de nous, qu'est-ce que ça dit de nous? Et donc, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en tire? Ouais, comme source d'apprentissage, comme réflexion, comme sagesse, finalement, de ces épreuves-là. Et j'avais une autre question qui m'est venue en tête. Donc, tu travailles avec des personnes qui sont en collectif. Et souvent, j'ai l'impression que notre rapport à l'échec, il est aussi dû à notre rapport au regard de l'autre. Parce que, en soi, si je suis mal coiffée et que je reste chez moi toute la journée, il y a très peu de chances que je ressente quelconque culpabilité avec le fait d'être mal coiffée. Par contre, si je sors, et que je vois en face de moi quelqu'un qui est super bien coiffé, super apprêté, moi, je vais me sentir un peu dans l'échec. Parce que j'ai mon regard sur moi, etc. Mais je me demandais, est-ce que les philosophes se sont posés là-dessus pour se dire, tiens, quand même, une grosse partie de la façon dont on se sent, dans l'échec ou dans la réussite, dépend quand même de ce que les autres autour de nous vont nous dire. La première chose qui me vient, c'est cette phrase de Sartre qui est tellement connue, c'est l'enfer, c'est les autres. Il y a en fait une dialectique dans l'humanité entre l'individu, la subjectivité, qui je suis moi, et cette part prise dans le groupe. L'humain, il est à la fois extrêmement subjectif, dans le sens, il est libre en fait, et finalement, un pommier, c'est un pommier. Voilà, un pommier, c'est un arbre, il est planté, il fait des pommes. Bon, a priori, différentes espèces de pommes. Enfin voilà, les pommiers se ressemblent tous comme deux gouttes d'eau. Alors qu'un humain et un autre humain peuvent être complètement différents, faire des choix complètement différents. Enfin, il y a cette énorme part de liberté dans l'humanité qui est donc la part de l'individu et du sujet, en même temps qu'un individu et un sujet n'existe pas sans le groupe, sans ce rapport à l'autre. Ne serait-ce que parce que la conscience de soi se fait dans le regard de l'autre. Et donc, ça me fait penser à ce film, enfin c'est un exemple un peu prosaïque, mais ça me fait penser à ce film avec Tom Hanks qui s'appelle Seul au monde, où étant seul sur cette île déserte, d'abord on le voit en train de dialoguer avec lui-même, et surtout il s'invente un compagnon, le fameux Wilson, le ballon sur lequel il y a une trace de main, et donc il fait des yeux et une bouche, et il parle à Wilson parce que s'il n'a personne avec qui parler, si le regard de l'autre n'existe pas, il n'est même plus sûr qu'il existe lui-même. Et ça, c'est proprement humain. Donc, et c'est ça, cette dialectique de l'humanité qui est en fait celle du besoin immense de l'autre, qui va finalement poser son regard sur moi et presque m'objectiver, faire de moi. Tu disais quand je vais culpabiliser, oui, parce que le regard de l'autre, il va me transformer finalement en objet. La façon dont le regard qu'il va poser sur moi va avoir une grande incidence. En même temps, d'abord qu'il ne devine pas forcément mon intériorité, et que, en tout cas, je n'ai d'intériorité, je ne suis sujet que s'il y a quelqu'un en face de moi, finalement, si je me reconnais d'une certaine façon dans l'autre. La grande difficulté, je pense, enfin, la grande difficulté, je suis pas sûre que ce soit une difficulté, en tout cas, c'est un défi. C'est de placer l'autre au bon endroit et de se placer soi au bon endroit. C'est de continuer à cultiver son individualité. On est libre de faire quelque chose du regard de l'autre. On est libre, on va pas, ce que l'autre va dire, penser, faire ne dépend pas de nous, mais il dépend de nous, ce que nous allons faire, de ce que l'autre pense ou de ce que l'autre dit. Donc voilà, je pense que c'est ce mouvement en fait permanent entre le besoin de l'autre, d'autrui au sens large, l'importance qu'autrui a dans notre vie, dans nos relations, et en même temps cette capacité à créer cette distance quand même pour être soi-même un sujet, un individu. Mais c'est le travail d'une vie. Ouais, c'est un truc qui peut rassurer aussi, de se dire c'est normal que ce soit dur maintenant. Tu vois, quand j'ai en face de moi un jeune ou quelqu'un qui vient d'entrer en entreprise, un jeune actif dans une équipe, je vais dire c'est normal que ce soit dur. En fait, c'est normal que tu galères parce que c'est vraiment le taf d'une vie. Donc si toi là t'as 20 ans, si t'as 22 ans, 23 ou 18, c'est normal, et en fait en même temps tant mieux. Oui, je trouve que ça fait du bien, on ne le dit pas souvent. Oui, c'est sûr, et puis c'est
tout le monde, je pense, tout le monde le vit de façon plus ou moins intense à certains moments de sa vie. Et c'est aussi ce qui construit. Parce que on peut dire qu'on souffre du regard de l'autre, mais on est nous aussi, celui et celle qui, Cet enfer. mais oui, qui posons notre propre regard sur l'autre. Il n'y a pas de victimisation. Il n'y a pas, en fait, en tant qu'organisation humaine, en tant qu'humanité au sens large, si l'enfer c'est les autres, on fait aussi partie de cet enfer. Quoi, voilà. Ça n'est qu'un regard. Le regard que peut porter l'autre sur moi, une fois de plus, il dépend de moi de savoir ce que j'en fais. La meilleure façon de pas se sentir dans l'échec, c'est de réussir à savoir où est-ce qu'elle est ma zone de contrôle. Et où est-ce que je peux reprendre du pouvoir, en tout cas dans cette zone de contrôle. On entend souvent des jeunes qui visent des trajectoires, des carrières professionnelles, pour le dire un peu vite, qui font classe, quoi. C'est-à-dire que finalement, ils sont doués en musique, mais comme ils préféraient faire une école de commerce, ils disent, je ferai de la musique le week-end. Donc, par moment... Je vois pas de quoi tu parles. Non, mais j'en ai encore rencontré un hier pendant cette animation. Intelligence... musicale hyper haute, mais voilà, qui finalement a plutôt envie de faire autre chose. Je me dis, mais pourquoi ? Enfin, en tout cas, si c'est vraiment ça ton truc. Donc il y a quand même le fait d'être dans cette connaissance de soi, dans ce désir, donc voilà, de se dire il y a quand même des points d'ancrage en termes de connaissance de soi, de moi, sur lesquels je peux m'appuyer. Et puis après, il faut un peu d'audace. Pour parler de moi, c'était plus facile de faire de la communication et du marketing quand j'avais 22 ans que de me dire je vais faire de la philosophie. Quand j'ai dit à mes parents que j'aimais faire de la philosophie, mes parents ils m'ont regardé avec des yeux en me disant mais qui je sais, à quoi ça sert, mais c'est-à-dire c'est quoi comme métier. Enfin, aujourd'hui je l'assume davantage. J'ai 44 ans, je me dis non seulement je l'assume, mais j'en suis fière mais je crois que j'ai toujours été faite pour ça et par moments j'ai pas eu l'audace aussi de me dire finalement c'est vraiment ça ta voie et aujourd'hui je l'ai, aujourd'hui depuis déjà un petit moment, mais je crois qu'il faut oser aussi parce que qu'est-ce qui pourrait arriver de pire que de se dire que il y avait un truc pour lequel on avait du talent, dans lequel on prenait du plaisir, qu'on adorait et qu'on l'a laissé pour le soir et le week-end, quoi. La question que j'aurais te poser avant de clôturer ensemble, ça serait si tu avais un enfant de 6 ans, bon pour le coup toi ça t'arrive régulièrement, et qui te demande qu'est-ce que c'est la quête de sens, qu'est-ce que tu lui répondrais? Alors c'est voulu de te dire un enfant de 6 ou 7 ans pour que justement tu te prennes pas trop la tête dans la réponse. Moi je lui dirais que le sens c'est probablement de savoir où on va, c'est la direction, donc d'essayer de voir où est-ce qu'on veut aller, à quel endroit on veut aller, donc quelle direction on prend. Le deuxième aspect du sens, c'est mon petit chéri, pourquoi ça t'intéresse d'aller là-bas? Voilà, ça c'est la signification que ça va avoir pour lui, mais c'est pourquoi tu veux faire ça? Bonne idée, tu veux qu'on aille à tel endroit, pourquoi? Qu'est-ce qui t'attire? Donc le pourquoi. Et puis la troisième chose dans le sens, je pense que c'est vraiment essentiel et on l'oublie souvent, notamment en entreprise, c'est cette notion de sens au sens 5 sens. Pourquoi tu veux faire ça aussi? Quel plaisir tu vas en retirer? Quelle sensation? Et quelle sensation, a priori, plutôt agréable. Je pense que c'est très important quand on parle de la quête de sens, de se dire il y a une direction, un endroit où on veut aller, une visée. Voilà, on regarde l'horizon et c'est là qu'on veut aller. On essaye de comprendre pourquoi est-ce qu'on veut aller là-bas, quelle signification ça a, ce voyage et cette trajectoire pour chacun d'entre nous. Et qu'est-ce qu'on va trouver comme plaisir, comme fruits mûrs, comme musique exotique, comme animaux à caresser, tout ce que tu veux, mais en tout cas ce qui nous relie à nos 5 sens sur ce chemin, dans ce projet, sur ce trajet, parce que je pense que en entreprise comme dans les organisations, à l'école comme à l'université, on a tendance quand même à oublier que ce qui donne du sens aux choses, c'est bien sûr la direction et la signification qu'on y met chacun, mais c'est aussi le plaisir qu'on y prend. Trop bien. Merci beaucoup. Je t'en prie. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Alicia, et qu'est-ce que c'est un peu tes actus du moment? Je continue de former des adultes pour l'association Sève, à Savoir-être et vivre ensemble. Donc on me retrouve sur les parcours Sève le week-end pour accompagner les adultes pour apprendre à philosopher avec les enfants. Dans quelques écoles de la région lyonnaise et écoles médiathèques ou ailleurs en France, parce qu'il m'arrive d'animer ailleurs qu'à Lyon des discussions de philosophie. Depuis peu, j'interviens aussi avec TAE, qui est une agence de philosophie en entreprise, et donc j'anime avec et pour TAE des ateliers de philosophie en entreprise.
je pense que ça fait beaucoup de sens parce que finalement, dans la philosophie, il peut y avoir quelque chose d'un peu flippant. Philo, attends, laisse-moi tranquille, je sais pas, moi j'ai eu 4 en terminale, c'est fou comme tout le monde se souvient de sa note de philo en terminale. Faisant de la philosophie avec les enfants, quand je leur dis, vous savez, à 6-7 ans, ils y arrivent, donc dédramatiser, vous allez y arriver aussi, et en fait, finalement, ils y prennent aussi beaucoup de plaisir, parce que je crois qu'il y a une vraie joie à exercer sa pensée sur des sujets qui sont importants dans les entreprises, par exemple, et qui pourtant font un peu peur. Donc tu veux dire que pour pouvoir faire des philosophies, je suis pas obligée de porter une toge, d'avoir une barbe et... Non, mais regarde-moi. Rien à voir. Non seulement ça, mais je crois que c'est vraiment important d'abord, c'est un entraînement. On ne naît pas avec le gène du philosophe. Je pense que c'est vraiment un entraînement, et donc forcément, je le vois avec les enfants, et j'ai vraiment à cœur de le faire vivre aux adultes. Philosopher, c'est exercer sa pensée au service d'une vision plus claire. Des choses, du monde, de soi-même, de son organisation. Et je crois qu'on est aussi dans des temps qui sont tellement incertains et complexes que la philosophie a toute sa place aussi dans ces organisations. Ça crée de l'espace et ça fait de la lumière. Et je pense que c'est vraiment important, en tout cas au moins d'essayer. Et parfois on n'ose même pas essayer. Donc une fois de plus, l'audace. Trop bien. Merci beaucoup Alicia pour cette discussion. Avec plaisir Lucie, merci de ton invitation. Et voilà, on arrive à la fin de l'épisode. Merci de votre écoute sur ce podcast. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas de le partager autour de vous à des gens que ça pourrait intéresser, qui sont eux aussi dans de la quête de sens. Pour nous retrouver, c'est très simple. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, sur LinkedIn, aussi voir nos actualités, nos infos sur nos modules et sur qui on est sur www.ewec.org. N'hésitez pas à mettre une bonne note à ce podcast et potentiellement en commentaire nous dire quel sujet vous aimeriez voir dans un prochain podcast. À très vite dans le sens au carré. Petite note de fin d'épisode. Vous l'aurez sûrement remarqué, sur cet épisode, Apolline n'est pas présente. En effet, avec la piscine média, il s'est trouvé qu'il y avait certaines redondances entre les thèmes qu'elle faisait déjà de son côté et le sens au carré. On a donc préféré séparer les deux pour que du côté d'Apolline, vous ayez du contenu encore plus qualitatif sur tout ce qui est engagement, inclusivité et sujet autour des minorités. Ne vous inquiétez pas, Apolline reviendra très sûrement lorsqu'on parlera de ces sujets en tant qu'experte préférée. N'hésitez pas à aller la suivre sur sa page LinkedIn, La Piscine Média, sur son lien Substack, et surtout, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt!